Eh bien, bonjour, je vais vous parler de comment on fait pour booster le démarrage des applications Java, ce qu'on peut faire à différents niveaux, différentes couches, au niveau des frameworks, de notre application, de la JVM et de l'infra. Qui je suis? Moi, je suis Olivier, je suis là aussi. Je suis développeur chez Miracle. Je suis dans l'équipe d'architecture, et pour ceux que ça ferait frémir, eh bien non, je n'écris pas des PowerPoint toute la journée, je mets les mains dans le code, dans la technique. Miracle, qu'est-ce que c'est? Je suis obligé de le présenter. Donc Miracle, c'est un éditeur, c'est une entreprise française. On est basé principalement à Paris, on a aussi des bureaux à Bordeaux et des gens en remote un peu partout en France. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on propose comme produit principal à des opérateurs de sites e-commerce d'intégrer des vendeurs pour créer une marketplace. Donc nous, on fournit toutes les API et tout ce qu'il faut au niveau de l'intégration, donc pour gérer les imports de catalogue, les cycles de vie des commandes, de commissions, de tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et on a d'autres produits autour du paiement, du retail média, et de la mise en relation entre vendeurs et opérateurs. Alors, on va voir plusieurs choses. Je vais vous parler de plusieurs choses dans cette présentation. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire booster? Qu'est-ce que j'entends par là? Ensuite, on va descendre un peu dans les couches, donc ce qui se passe dans les applications, dans les frameworks, dans la JVM, ce qu'on a comme fonctionnalité à disposition pour améliorer les choses. On va voir un peu aussi comment on peut mesurer où on passe du temps et ce qu'on peut faire aussi sur l'infrastructure. Alors, booster. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, la première chose à laquelle on peut penser, c'est démarrer plus vite. Les applications Java n'ont pas la réputation de démarrer très vite, et on verra un peu pourquoi. Mais on peut quand même améliorer les choses. Mais aussi, il y a d'autres choses qu'on peut associer à ce terme de booster. On peut aussi diminuer la consommation de ressources au démarrage. En particulier dans des infrastructures modernes, sur des clusters Kubernetes ou des choses comme ça, on a souvent plusieurs applications, plusieurs instances qui vont être colocalisées sur un seul serveur. Et ce qu'on veut, c'est que quand on démarre une nouvelle instance sur ce serveur, eh bien, on voudrait qu'elle ne consomme pas trop de ressources pendant son démarrage pour éviter de poser des problèmes de latence sur les autres applications qui sont colocalisées dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on a vécu à Miracle. Quand on déploie des nouvelles applications, par exemple, on fait le déploiement d'une nouvelle version, on a un impact mesurable sur la latence des autres applications qui sont colocalisées sur ces nodes. Et donc, ça implique un impact sur nos clients. Booster, ça peut aussi vouloir dire être rapide sur la première requête. Ça ne sert à rien que mon application démarre très vite si elle a tout mis de côté et que c'est le premier appel qui va en fait initialiser vraiment l'application. Dans ce cas, c'est mon client qui paiera le coût de l'initialisation et en fait, je vais avoir perdu en qualité de service. Et aussi, on peut avoir un impact en fait de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais vous présenter sur le dev et la CI. Et il y a des choses qui sont applicables pour améliorer notre cycle de dev et il y a des choses par contre qu'on va payer en temps de CI pour pouvoir gagner plus tard sur les déploiements. Pourquoi on fait tout ça? En fait, ça va nous apporter plein de choses. Par exemple, de la scalabilité, c'est-à-dire que si j'ai une augmentation de ma charge, je vais pouvoir démarrer des nouvelles instances rapidement pour m'adapter, pour éviter d'avoir une surcharge et éventuellement des requêtes qui sont en timeout et un impact utilisateur. Si je suis capable de démarrer des nouvelles instances, plus je suis capable de les démarrer vite, plus je suis capable de coller en fonction de ma charge actuelle. Je vais être capable tout au long de la journée d'ajouter ou de retirer des instances. Souvent, les retirer, c'est quand même beaucoup plus simple de les arrêter vite que de les démarrer vite. Mais voilà, je vais pouvoir être élastique à la hausse, à la baisse. Ça me permet aussi de baisser mes latences. Quand mon application a démarré, si elle est prête à répondre aux requêtes, elle sera plus performante que si elle est un peu froide, qu'elle a encore des choses à initialiser, etc. Ça me permet d'améliorer mon cycle de développement et mes cycles de déploiement. Si mon application est plus rapide à tester, par exemple si on fait une application typiquement en Java, une application Spring, on va avoir des tests qui vont démarrer des contextes pour faire les tests d'intégration. Et en fait, ça peut être long. Et du coup, plus ça démarrera vite, plus moi je vais pouvoir développer vite et produire vite. La même chose au niveau des cycles de déploiement. Si vos déploiements sont à chaque fois longs et douloureux, avec une procédure qui dure très longtemps, un impact sur la latence des autres applications, un impact visible par vos clients, et ce genre de problème, vous allez déployer moins souvent. Alors que si c'est transparent et rapide, vous allez pouvoir livrer beaucoup plus souvent. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir des utilisateurs qui sont heureux, mais aussi, votre département finance sera plus heureux si vous baissez les coûts. Pour éviter d'avoir des serveurs au cas où ça serve pour servir de la charge, alors qu'en fait, on pourrait, si on était élastique et qu'on démarrait rapidement, on pourrait coller à la charge réelle. Comment on peut mesurer les temps de démarrage? Alors la façon
que tout le monde a déjà fait au moins une fois, c'est j'ai démarré l'appli dans mon IDE, puis ça a l'air long. Bon, c'est pas très fiable comme mesure, mais déjà ça donne un ressenti. On peut faire mieux. Vous avez la commande time qui est disponible en ligne de commande sur les Unix. Donc vous lui passez une commande et ça vous dit combien de temps ça a pris. Et vous voyez que ça retourne plusieurs métriques, c'est ce que je montre là. Donc on a le user time, qui est le temps CPU consommé par mon application elle-même. Donc là j'ai fait un slip, ça ne consomme rien. On a le system time, donc qui est un temps CPU consommé par les syscalls, par les appels qui ont été faits dans le kernel. Tout ce qui va être les I/O, par exemple du disque, de la manipulation de structure kernel. On a le temps CPU total et le temps vécu. Donc on pourrait avoir, si on a un processus qui a plusieurs threads qui tournent, on pourrait avoir un temps CPU qui est supérieur au temps total. D'accord? Si j'ai 2 cœurs qui tournent en continu, pendant 1 seconde, j'ai consommé 2 secondes de temps CPU. Donc ça, c'est une mesure pas mal, ça donne déjà un peu plus d'infos que juste le au doigt mouillé. Et il y a un peu mieux, il y a Hyperfine, qui est un outil de benchmark. Donc là, vous lui donnez, par exemple, des warm-up, donc des runs qu'il va exécuter mais qu'il ne va pas mesurer, qui serviront par exemple à précharger des caches ou des choses comme ça. Ensuite, vous lui indiquez combien de runs vous voulez faire, quelle commande lancer, et il va lancer cette commande-là. Donc avec vos warm-up, les runs, il va mesurer la durée de chacune, faire un peu de stats, vous donner le range et la moyenne. Il va aussi pouvoir vous dire, mesurer plusieurs commandes différentes et vous dire si sur certaines, il a trouvé des problèmes de variabilité qui ont l'air d'être suffisamment élevés pour indiquer que le résultat n'est peut-être pas fiable. Ça peut arriver parce qu'un ordinateur, c'est quelque chose de complexe et il se passe souvent plein de choses dessus. Donc si vous avez quelque chose d'autre qui tourne pendant vos benches, du coup, votre mesure ne vaut pas grand-chose. Comment mal mesurer? Si vous avez de l'activité autre sur votre système, par exemple, vous lancez les benches, en même temps, vous allez regarder une vidéo sur YouTube ou coder, lancer des tests dans votre IDE, quoi que ce soit, compiler un programme à côté, forcément, vos benches, ils ne vont pas mesurer grand-chose de fiable, de pertinent. Vous avez aussi les CPU modernes qui sont capables d'augmenter leur fréquence temporairement pour répondre plus vite, mais dans la durée, ils vont retourner à leur fréquence nominale pour éviter de chauffer trop. Ou pareil, si vous êtes sur batterie, si vous êtes un peu bas en batterie, votre CPU va ralentir pour économiser de la batterie. C'est pareil, ça peut fausser les mesures. Vous pouvez aussi avoir un manque de ressources, vous pouvez avoir des I/O sur votre système pendant que vous lancez les mesures, dans ce cas, des effets d'autres composants. Donc ça, c'est plein de règles qu'on peut trouver quand on fait des benchmarks, quelles sont les erreurs à éviter. Et ensuite, comment on peut comparer des résultats? En fait, pour pouvoir comparer des résultats, il faut avoir le même environnement, les mêmes versions de tous les composants qu'on ne veut pas tester. Je peux vouloir mesurer la différence entre Java 21 et 25, par exemple. 25, c'est pas encore sorti, ça sort bientôt. Dans ce cas, je décide de changer cette version-là. Par contre, mon système doit être le même, mon serveur physique doit être le même, etc. Sinon, mes chiffres vont pouvoir changer de façon non contrôlée. Il faut aussi, en général, automatiser. Facilement relancer tout notre ensemble de mesures, parce qu'en fait, des fois, on a fait des mesures et on se rend compte une semaine après, j'ai oublié de mesurer ce paramètre-là, où ça serait intéressant de changer quelque chose. Et donc c'est pas mal si on l'a automatisé, qu'on peut juste le relancer et revenir plus tard regarder le résultat. Il faut aussi, quand on fait des mesures, soit c'est sur l'environnement cible directement, soit c'est sur un environnement sur lequel vous êtes capable de dire il y a un comportement qui va être similaire dans les ordres de grandeur, même si les valeurs absolues ne sont pas les mêmes. Par exemple, je développe sur un Mac, les Macs ont des CPU très rapides, mes serveurs de prod sont moins rapides. Par contre, j'ai pu vérifier que si j'ai un gain sur mon Mac, j'ai en général un gain similaire en proportion sur mes serveurs cibles. Et donc, on fait aussi des comparaisons qui sont relatives et pas des comparaisons absolues entre différents environnements. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, où on parle de temps de démarrage, moi je déploie des applications sur des serveurs dans le cloud et c'est cela ma cible. Voilà, je ne vais pas comparer un temps de démarrage sur un Raspberry Pi parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Et donc, un petit disclaimer, je vais vous dire plein de choses sur des choses qui sont faciles à appliquer, d'autres qui sont plus compliquées, certaines qui pourraient vous apporter un gain, d'autres non, mais ça, c'est à vous de le savoir avec des mesures. Je ne peux pas vous dire, appliquez ça, ça va marcher dans tous les cas. Sauf une, je vous le dirai. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos applications qui fait qu'elles sont lentes à démarrer? Mais en fait, on a plein de choses qui sont initialisées au moment du démarrage. C'est une des caractéristiques de Java, en fait, c'est qu'on fait plein de choses quand notre application démarre, alors que dans d'autres langages, donc les applis en C, en Go par exemple, le compilateur va déjà tout préparer. On aura beaucoup moins d'initialisation de composants au démarrage. Notre JVM démarre et elle va charger des classes, elle va charger des frameworks. Les frameworks, vous regardez quels sont tous les composants qui doivent charger, des contrôleurs, quoi que ce soit. Et donc, le fait de faire de
la lazy initialization, donc d'instancier les composants nécessaires au moment où on en a besoin, c'est un trade-off. Ça permet de démarrer plus vite. Par exemple, dans notre appli Java, si on met tout en lazy, bah, rien n'est prêt. Mon appli démarrera plus vite. Par contre, quand on en aura besoin, ça va être un peu plus lent. Et ce concept de lazy initialization, on le retrouve partout. Et il se cache souvent bien. Par exemple, en Java, les classes sont chargées à la demande quand on en a besoin. Elles ne sont pas chargées par défaut. Donc c'est au moment où j'appelle une méthode sur une classe, par exemple une méthode statique, c'est à ce moment-là qu'on va charger cette classe. Si cette même méthode dépend d'autres classes, bah, c'est au moment où on va vraiment en avoir besoin qu'elles seront chargées. Quand on charge une classe, on ne charge pas tout son graphe de dépendance de classe. On les charge vraiment au moment où on en a besoin. Quand on démarre nos applications aussi, on peut se retrouver à avoir des appels réseau bloquants. Et ça, on peut en avoir pas mal. Ce midi, je discutais avec des gens qui me disaient aussi qu'ils avaient une comparaison de fichiers dans leur base de données par rapport à des fichiers embarqués dans leur application. Donc ça peut prendre du temps aussi. Ce qu'on peut avoir comme autre type d'appel réseau, donc un serveur de configuration. Vous savez, un truc qui va vous servir, la configuration qui est stockée, par exemple, dans des repos Git, c'est pratique pour les développeurs, etc. Par contre, quand mon appli démarre, elle doit récupérer sa config, elle va appeler un serveur, elle va récupérer les données. Donc ça va être bloquant. Et je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que j'ai a priori besoin de cette configuration pour démarrer. Donc à part faire en sorte que mon serveur de config réponde vite, je ne vais pas pouvoir beaucoup améliorer les choses. On peut avoir de la service discovery, donc pour savoir quelles sont les adresses d'applications distantes dont ma propre application a besoin. On peut avoir de la base de données aussi. Et des choses qui sont cachées, par exemple des pools de connexion à la base de données. Si vous avez un pool de connexion à votre base de données et que vous lui donnez un nombre minimum de connexions, ben en fait, quand vous créez le pool, il va aller créer les connexions. Donc là, il va aller communiquer avec la base, ouvrir des connexions. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps. On peut avoir du préchargement de cache. Si votre application, quand elle démarre, elle demande à la base de données 1 giga de données, ben on ne pourra pas aller plus vite que le temps que la base de données lise ces données, alors sur le disque ou dans son patch cache, enfin son cache mémoire, qu'elle les envoie sur le réseau, qu'on les transfère, que votre application les lise, les désérialise, monte le graphe d'objets, les mette dans son propre cache. Forcément, ça va prendre du temps. Et là, on pourrait se dire, bah, peut-être qu'une solution, c'est de mettre un cache à côté, en dehors de mon application, par exemple un Redis ou quelque chose comme ça. Mais ça, je ne peux pas vous dire que ça marchera dans tous les cas et que c'est adapté à tout le monde. C'est à vous de savoir, c'est vous qui savez ce que votre application fait. Dans les tests, je vous ai dit que je parlerai un peu d'impact de ce qu'on fait en temps de démarrage sur nos tests. Alors en particulier, donc chez Miracle, on fait du Spring et on a donc des tests qui démarrent des contextes Spring. Et un problème qu'on a eu, qui ralentissait beaucoup nos tests, c'est d'avoir beaucoup de contextes Spring différents qui sont donc très adaptés à un test particulier. Par exemple, avec des mock-beans, des properties spécifiques. Le problème que ça cause, c'est que Spring, en fait, pour chaque contexte, petite variation de contexte qu'il va trouver, pour lui, ça va être un contexte entièrement nouveau et il va devoir le recréer. C'est pas aussi lent que si on le démarrait tout seul, parce qu'en fait, il y a déjà plein de classes qui sont chargées, il y a plein de choses qui ont déjà été chargées par votre JVM et optimisées, par exemple les JIT compilers dont je reparlerai, mais ça prend quand même pas mal de temps. On va descendre un peu dans la stack, donc j'étais un peu vague sur les applications, j'étais un peu plus concret sur les frameworks. Les frameworks, donc, ils font plein de choses au runtime, comme je disais tout à l'heure, en particulier, par exemple, scanner le class path. Si vous faites, par exemple, du Spring, et que vous mettez un component scan, ce qui va détecter tous vos bins qui sont notés add component, add service, add repository. Tout ça, forcément, c'est quelque chose qui doit être fait. Et Spring, il va aller lire le bytecode des classes pour voir si elles sont annotées. Et si elles sont annotées, les ajouter au contexte. Donc ça, parsing de bytecode, on le trouve dans d'autres frameworks. On a aussi des frameworks qui font de la réflexion. Donc Spring en fait aussi. Par exemple, pour trouver s'il y a une annotation add transactional, je crois bien qu'il fait de la réflexion et qu'il ne parse pas le bytecode pour celle-là. Vous avez des frameworks comme Hibernate. Hibernate, il doit faire plein de réflexions pour aller trouver les entités, quelles sont toutes les méthodes, le add-id, les add-column, toutes ces fonctionnalités en fait, sont basées sur de la réflexion sur vos entités, qui est faite donc au démarrage de la session factory. Construire un métamodèle, c'est ce que fait Hibernate, pour savoir c'est quoi votre graphe d'entité. On a aussi la génération de code. Donc Spring le fait par exemple pour toutes les fonctionnalités type add transactional, les aspects, l'AOP. Il va générer des proxys pour ajouter du comportement. Ça, c'est fait au runtime aussi. Hibernate aussi, il va générer beaucoup de code. Alors, je parle beaucoup de Spring et d'Hibernate parce que je les connais. Les autres ne sont pas forcément beaucoup mieux. Mais je dirais quand même quelques-uns qui ont des concepts intéressants. Donc si on prend Spring plus en détail,
comme je disais, c'est celui que je connais. Donc lui, au démarrage, il va scanner le ClassPath, si on l'a configuré pour le faire. Ce qui est le défaut, si vous faites du Spring Boot, il va aller parser le ClassPath. Tout ce qui est dans le même package et les sous-packages de votre Spring Boot application. Donc parser des classes, forcément, ça prend du temps. Donc, on parse le bytecode, il y a de la réflexion pour trouver les annotations, il fait de l'AOP, donc tous les at aspects, etc., pour trouver les méthodes qui correspondent aux expressions de matching, enfin de matching de l'aspect, d'injection. Forcément, il y a du traitement aussi là-dessus pour savoir si votre bin match ou pas. Et ça, c'est complètement linéaire. Si vous avez 10 aspects, vous avez 1000 bins, bah, vous allez devoir comparer, matcher chacun des 10 aspects sur chacun des 1000 bins. Et donc, il y a la construction de l'application context, où on va injecter des bins les uns dans les autres. Ce qui n'est pas forcément le plus lent, en fait, hein, c'est plutôt tous les trucs qui sont faits avant pour savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, qui prend beaucoup de temps. Même si l'injection, c'est pas négligeable, il y a un peu d'instanciation d'objets. Mais là, je me pose la question, parce que quand Spring a été créé il y a 25 ans, ça avait complètement du sens, on a des ClassPath dynamiques dans des serveurs d'application et tout ça. Mais maintenant, avec le Spring Boot ou les autres frameworks similaires, on a plutôt tendance à avoir un ClassPath qui est fixé au moment du build. Je sais exactement ce qui est dans mon livrable. Je construis un fadjar qui contient tout. Du coup, pourquoi ces trucs-là, je ne les ferai pas en avance? Je sais ce qu'il va y avoir dans mon jar, donc je sais parser les points classe. Je pourrais déjà générer toutes ces métadonnées. Je pourrais faire de la réflexion, faire de l'AOP, générer des proxys et générer la classe. Un proxy, en fait, c'est une classe. Et on pourrait générer un fichier qui correspond à cette classe. Et donc, on pourrait gagner peut-être du temps, en fait, éviter de faire ça au runtime et le faire en amont. Alors, chez les autres, j'ai parlé un peu d'Hibernate déjà. Hibernate, c'est un peu pareil. Il crée son métamodèle, il fait plein de réflexions, il génère du code. Les serveurs d'AppJ2E, c'est un peu le même principe que Spring. Il y a aussi pas mal de choses qui sont faites au runtime. Ils ont aussi des choses qui peuvent être faites en avance. Je connais beaucoup moins cet univers, mais on m'a dit qu'il y avait moyen de faire un peu de pré-processing. Et il y a d'autres qui sont plus récents, donc Quarkus et Micronaut. Et ces deux-là, eux, ils ont une proposition que je trouve assez intéressante. C'est justement tout ce que j'ai dit dans le cas de Spring Boot. Mon ClassPath est fixé au moment du build. Pourquoi je ne scanne pas à ce moment-là? Eh bien, Quarkus et Micronaut, eux, ils proposent de faire du traitement au moment du build pour accélérer notre démarrage. Je vais faire une petite parenthèse où on va parler d'un exemple de pipeline de déploiement d'applications, enfin de construction de livraison d'applications et de déploiement. Je vais reprendre plusieurs fois cet exemple, donc je vais le détailler une fois pour qu'on soit clair sur ce dont on parle. Donc la première étape, quand je veux faire ma release, c'est que je vais construire un artefact. Donc là, voilà, par exemple, dans le cas de Spring Boot, je construis un fadjar. Et je l'envoie dans un artifact manager, donc Artifactory ou autre. Ensuite, je vais construire une image Docker à partir de cet artefact. Je vais déployer ensuite mon image Docker dans une image registry. Et ensuite, je vais déployer mon application sur mon environnement cible, par exemple, un cluster Kubernetes. Les deux premières étapes, construction de mon artefact et construction de mon image Docker, je les fais une seule fois par release. Par contre, mon déploiement, j'inclus le démarrage de l'application, ça je peux le faire n fois. Je vais le faire autant de fois que j'ai d'instances, je vais même peut-être le faire plus parce que mes instances peuvent redémarrer, je peux scaler up, je peux scaler down, je peux changer des nœuds sur lesquels ça tourne et ça va réapparaître ailleurs et redémarrer. Donc, là où on veut gagner, c'est sur le temps de déploiement. Et donc, ça peut être intéressant de déplacer des choses en amont dans les deux étapes d'avant. Et là, il y a un quick win avec Spring Boot. Donc ça, c'est celui dont je vous ai dit que vous pourriez l'appliquer sans trop vous poser de questions. Donc le jar exécutable de Spring Boot, c'est un jar qui contient d'autres jars. C'est un format qui est très pratique à déployer parce qu'on a un artefact à mettre dans notre artefact registry et pas tous les artefacts qui composent notre ClassPath. C'est facile ensuite de le récupérer, par exemple, pour le mettre dans une image Docker parce qu'il y a un seul fichier à télécharger plutôt que de devoir reconstituer le ClassPath. Le problème, c'est que d'avoir un jar qui contient des jars, ça va ralentir le chargement des classes. Et donc, depuis Spring Boot, ça doit être 3.3, je crois. En 3.4, c'est sûr que ça marche. C'est peut-être apparu un peu avant. Vous pouvez extraire le jar, le fadjar Spring. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, dans votre construction d'image Docker. Il va vous construire une arborescence à partir de votre fadjar. Et ça, on gagne un peu en temps. Donc, je vais vous donner quelques chiffres basés sur une application chez Miracle. Donc, c'est une application Spring Boot réelle. On n'est pas dans un exemple type Pet Clinic, qui est une application de démo. Là, on est sur une vraie application. Elle a 12 ans, donc elle a pas mal de vécu. Vous voyez peut-être un peu tous à quoi ça ressemble une application bout de 12 ans. Même si on a fait des efforts, elle devient grosse et complexe. Il y a beaucoup de code, il y a beaucoup de features.
Le jar, il fait plus de 200 mégas, ce qui est assez typique d'une application Spring Boot d'entreprise. Et donc, quand je la démarre en mode executable jar, donc sur une machine virtuelle, sur un serveur x86, c'est pas sur mon Mac va plus vite. Et donc sur le serveur sur lequel j'ai fait mes mesures, l'appli démarre en 25 secondes de temps que moi je vois, et elle consomme 66 secondes de temps CPU. Parce que donc il y a plusieurs threads qui tournent dans le démarrage. Si j'extrais le jar, donc j'exécute juste cette commande, en mettant bien sûr la bonne variable, là mon application elle démarre en 19 secondes et elle consomme 58 secondes de temps CPU. Donc j'ai un gain de 25% à la louche de temps de démarrage, et ça ne m'a pas coûté grand-chose à part extraire le jar au moment du build. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, où est-ce que je le mets dans mon traitement, enfin dans mon pipeline de construction et de déploiement? Je le mets au moment de la construction de l'image Docker. Comme ça, je bénéficie de l'avantage d'avoir mon FATJAR qui est facile à déployer dans mon artefact registry au moment où je fais la release, où je construis ce FATJAR, je l'envoie dans mon artifactory. Et c'est après, quand je vais construire mon image Docker, je télécharge un seul fichier, et là, je peux l'extraire et la mettre mettre le résultat dans mon image finale. Il faut faire attention quand même. Vous savez peut-être qu'avec Docker, il construit des layers qui vont, à chaque instruction dans le Dockerfile, il va construire un nouveau layer. Donc si vous avez plusieurs instructions, par exemple télécharger l'image et une autre qui va extraire le jar, dans votre conteneur final, vous allez vous retrouver avec la version extraite, mais aussi, dans un des layers, la version pas extraite. Même si vous avez fait un RM dans une suppression de fichier dans une étape plus tard. Donc il y a des patterns pour ça, on enchaîne les commandes. Ou alors on fait un multi-stage build pour avoir une image temporaire d'extraction. Ça serait dommage d'avoir 200 mégas en plus qui ne servent à rien dans mon livrable final. Il y a un projet de Spring plutôt récent donc, qui s'inspire de ce que fait Quarkus et Micronaut. Donc c'est Spring AOT pour Ahead of Time, c'est-à-dire en avance du temps. Donc de quel temps? Du temps du run. On fait des trucs pas au runtime, on les fait au moment du build. Et donc ça, c'était la critique que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, avec Spring AOT, il va pouvoir faire du scanning, savoir quels sont les bins qui vont être injectés dans quels autres, générer un certain nombre de proxys au moment du build. En fait, il va me générer du code. Pour savoir ce qu'il doit générer, en fait, il va simplement démarrer partiellement le contexte. Donc, il va quasiment démarrer mon application. Il va déterminer quelles sont toutes les bin definitions, donc la description de tous les bins à créer. Mais il va s'arrêter là. Il ne va pas créer vraiment les bins parce qu'en fait, ces bins, ils ont peut-être des side effects. Peut-être qu'ils dépendent de ressources externes comme une base de données, un broker de messages ou quoi que ce soit. Spring, il a juste besoin de savoir quels sont les bins qu'il devrait créer et quelles sont les dépendances entre ces bins, quels sont les proxys qu'il devrait créer. Et à partir de ça, il peut générer du code. Donc, il va générer des classes, des fichiers Java, et puis il arrête votre application, le démarrage partiel. Il s'arrête là. Et ensuite, on peut rebuilder notre application cette fois en incluant le code qui a été généré. Alors, quand j'ai testé il y a quelques mois, ça ne gérait pas encore tout, ça ne gérait pas par exemple la génération de proxy pour les aspects. Par contre, ça le gérait pour le add transactional et des fonctionnalités intégrées à Spring. Peut-être que ça peut changer. Où est-ce que ça s'intègre, Spring AOT, dans notre pipeline de build? Au moment de la construction de l'artefact. Comme on va démarrer partiellement notre application, générer du code et rebuilder, pour que les points classes soient embarqués dans le jar final. Donc ça se fait dans cette première étape. Et c'est bien sûr combinable avec extraire le FATJAR après. Alors là, le gain, il n'est pas très intéressant en lui-même. Vous voyez, avec le jar extrait, j'étais à 19 secondes de temps de démarrage. Avec Spring AOT, je passe à 18 secondes. Alors, dans mon application d'exemple, on a déjà retiré pas mal de classes pass scanning. Donc peut-être que sur d'autres cas, il y aurait un meilleur gain. Mais voilà, dans mon cas, le gain n'est pas très intéressant. On verra tout à l'heure qu'il se combine très bien avec une autre fonctionnalité pour gagner plus que ça. Si vous utilisez un autre framework, genre un Quarkus, vous avez déjà ça, c'est par défaut, en fait, le mode AOT. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce qu'on peut faire au niveau de la JVM. Et ce qu'il y a comme chose qui existe déjà et ce qui va un peu arriver plus tard. Donc la JVM a fait plein de choses, elle vous fournit beaucoup de fonctionnalités. Et en fait, moi, il y en a deux qui m'intéressent. Je vais vous parler de chargement et de linking des classes, donc de la nature dynamique de la JVM, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, et de la génération de code optimisé par les JIT compilers. Donc, je commence par les compilateurs JIT. Donc, votre JVM, quand elle démarre, quand je parle de votre JVM, je parle de hotspot, donc la JVM la plus fréquente, la fameuse JVM créée par Sun, rachetée par Oracle, qui est maintenant dans le projet OpenJDK, donc qui est la JVM de base dans le projet OpenJDK. Et cette JVM-là, donc, comment elle fonctionne? Elle commence par interpréter les bytecode. Donc,
C'est juste une boucle qui va prendre les bytecode un par un et exécuter le calcul ou le chargement mémoire correspondant. Les interpréteurs, c'est pas très rapide, vous connaissez tous plein de langages qui ont des interpréteurs, il n'y en a aucun qui va vraiment très vite, juste grâce à son interpréteur. Mais ce que Hotspot fait, en plus, c'est qu'elle va faire du profiling du code au runtime pour savoir quelles sont les méthodes qui sont beaucoup utilisées, ou quelles sont les boucles dans lesquelles on fait beaucoup d'itérations. Donc il y a des compteurs qui s'incrémentent, ça collecte des informations en plus sur ce qui se passe dans mon application. Est-ce que, par exemple, j'ai un if, est-ce que je suis déjà passé dedans? Ou à chaque fois qu'on appelle une méthode, en Java, il y a un null check implicite pour pouvoir lancer une null pointer exception si vous avez appelé une méthode sur un objet nul, enfin une référence nulle. Et en fait, tout ça, c'est des choses que le profiler va regarder et étudier pour voir est-ce que j'ai déjà vu un nul ici, par exemple, ou est-ce que je suis déjà passé dans une certaine branche de boucle. Et au bout d'un moment, un certain nombre d'appels de méthode ou d'itérations, Hotspot va générer, le compilateur JIT de Hotspot va générer du code natif, donc qui fonctionnera plus vite que l'interpréteur, en se servant des informations de profiling et en rajoutant juste, quand même, pour que ça reste correct, un petit check pour vérifier si les conditions dans lesquelles il a généré ce code sont toujours vraies. Et du coup, par exemple, au lieu de faire un null check à chaque fois qu'on appelle une méthode sur un objet, il peut checker une seule fois la référence et se dire, si là j'ai pas de nul, tous les autres appels que je fais derrière, dans mon scope compilé, je sais qu'ils sont corrects. Et par contre, si à un moment, les suppositions qui ont été faites pour générer ce code optimisé ne sont plus vraies, parce que par exemple, on se retrouve avec un nul maintenant, ça peut être un cas légitime, on ne l'a juste pas vu pendant la phase de profiling. La phase de profiling qui est automatique, ce n'est pas nous qui le faisons en tant que développeurs. Hotspot, il va être capable de détecter que la condition n'est plus vraie, l'optimisation était spéculative et il s'est trompé. Et en fait, Hotspot va simplement annuler ce qu'il a fait, jeter le code généré à la poubelle, repasser dans l'interpréteur, il est capable de le faire, de passer du code natif à l'interpréteur, donc il va redevenir un peu plus lent, mais par contre il va repasser en profiling et il va dire maintenant je vais pouvoir régénérer du code qui correspond mieux à ce que j'ai pu observer. Et pourquoi ça génère du code natif? Parce qu'en fait du code natif permet d'être plus rapide qu'un interpréteur. Même du code natif avec très peu d'optimisation est souvent plus intéressant que de l'interpréteur. Et des compilateurs JIT, dans OpenJDK, il y en a deux par défaut, enfin dans Hotspot. Ils s'appellent C1 et C2. Et à quoi ils servent? Pourquoi il y en a deux? C1, en fait, c'est un compilateur qui est très léger, il fait peu d'optimisation, ce qui lui permet de compiler très vite. Il est simple, il compile vite. Et l'idée, c'est que c'est toujours mieux d'exécuter du code compilé avec C1 que de rester dans l'interpréteur. On gagne déjà pas mal en performance. Et en plus de ça, il génère du code qui va contenir les informations de profiling. Donc il continue à regarder à quoi ressemble notre code pour collecter plus d'informations. Si mon code continue à être beaucoup appelé, en fait c'est C2, l'autre compilateur JIT qui va se déclencher. C2, lui, il est beaucoup plus lent pour compiler que C1. Alors, quand je dis beaucoup plus lent, on reste dans un compilateur JIT qui tourne au runtime et qui a quand même des contraintes d'exécution assez fortes. Ça reste un compilateur qui compile plus vite pour le même niveau, on va dire pour du code comparable et des niveaux d'optimisation à peu près comparables, ça compile quand même beaucoup plus vite qu'un GCC ou un LLVM, même si ça va aller moins loin dans l'optimisation, dans les techniques d'optimisation. Par contre, il a un avantage, c'est que lui, il a les informations de profiling. Il sait ce qui s'est vraiment passé, donc il peut optimiser le code en fonction de ça. Alors que pour un LLVM ou un GCC, vous devez faire vous-même votre profiling, donc compiler votre application, faire le profiling, collecter des infos et recompiler avec ces informations-là en plus. Donc ces deux, ils se déclenchent plus tard, il optimise beaucoup, et donc il fait du code qui va très vite. Ces compilateurs JIT et l'interpréteur, c'est la raison pour laquelle nos applications, quand elles démarrent, nos applications Java, en général, elles tiennent moins la charge et elles répondent moins vite qu'une application qui a déjà tourné depuis un certain temps, qui a déjà subi de la charge. Tout simplement, mon application qui a déjà subi de la charge, a priori, tout le code qui est utilisé pour, par exemple, répondre à des requêtes web, il a été compilé avec ces deux, il a été optimisé, et donc il ira plus vite que l'interpréteur. Alors que mes premières requêtes, elles démarrent à fond de l'interpréteur, à fond du C1, et ensuite du code C2. Et donc, si vous faites des tests de charge, vous voyez très bien la courbe qui monte en fait avec le temps. Donc c'est plus il y aura de code compilé, plus vous aurez des performances intéressantes. Et bien sûr, C1 et C2 par défaut sont utilisés en parallèle. D'abord, on compile avec C1 juste pour sortir de l'interpréteur et déjà avoir un gain. Et peut-être que ça suffit pour certaines parties de code. Et si vraiment ça continue à être beaucoup utilisé, on passe dans C2. Quelques chiffres. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que mes JIT compilers, en fait, ils ont besoin
tourner quelque part, ils ont des threads pour s'exécuter. Du code s'exécute forcément dans un thread. Et en fait, votre JVM elle peut démarrer plusieurs threads. Elle va décider elle-même en fonction du nombre de CPU qu'elle observe sur le serveur sur lequel elle tourne. Elle va décider combien de threads maximum elle pourra utiliser pour les compilateurs JIT. Donc le minimum, ça sera 1 pour C1 et 1 pour C2. Mais sur des serveurs avec plus de cœur, elle peut décider d'en faire plus. Ce qui se passe, c'est que C1, il consomme très peu de ressources pour compiler, donc en général, lui, c'est pas un problème. Par contre, C2, comme il a tendance à prendre beaucoup de ressources pour compiler, il a tendance à brûler un cœur CPU pendant tout votre temps de démarrage de votre application. Vous voyez? Quand je démarrais, donc mon dernier exemple, Spring AOT qui démarrait en 18 secondes et 55 secondes de temps CPU, en fait, quasiment toute la différence, donc j'ai 18 secondes, c'est mon application vraiment Java qui démarre. Le reste du temps CPU, globalement, il y a un tout petit peu de garbage collector, et il y a un tout petit peu de C1 et beaucoup de C2 qui compilent du code. Là, l'impact que ça a, donc on consomme du temps CPU pour démarrer un peu plus vite. Par contre, moi, ça me pose un problème, ce que je vous disais au début, quand mon application démarre, elle perturbe les autres applications qui sont sur le même serveur. Ça cause un problème pour les autres applications qui tournent déjà, qui servent du trafic de prod. Et donc là, un trade-off que nous, on a fait chez Miracle, c'est qu'on a décidé de réduire le nombre de threads pour les compilateurs JIT. On met un thread pour C1, un thread pour C2. Et comme ça, on s'est dit, mon application, au maximum, elle consommera donc un thread Java qui tourne, C1 est négligeable, et on a C2. Donc en gros, elle va consommer 2 cœurs CPU quand elle démarre. Plus un peu pour le GC, mais c'est pareil, il n'y en a pas tant que ça dans notre cas. Et en pratique, on voit, quand on mesure, mon temps de démarrage n'a pas changé. Mon temps perçu. Par contre, mon temps CPU consommé a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai moins de threads pour C2, il y a une file d'attente de compilation qui va se faire, et cette file d'attente, en fait, les éléments qui sont dedans peuvent expirer. S'ils sont plus chauds, on peut juste ne plus... Enfin, C2 peut décider de ne pas les compiler. Donc C2, apparemment, il compile moins de choses, mais en fait, ça n'impacte pas mon temps de démarrage. Donc il compilait sûrement plein de choses qui n'étaient pas très intéressantes à compiler. Parce qu'en fait, comme mon compilateur il tourne en même temps que mon application, et que typiquement, une application qui démarre, elle va avoir plusieurs phases, par exemple, scanner le class-path, scanner des classes, charger le contexte, scanner les entités Hibernate, c'est vraiment des phases différentes, où c'est du code différent qui va tourner, et qui va être chaud à ce moment-là. Peut-être qu'en fait, on se retrouve à avoir des phases qui sont assez courtes pour que le temps qu'on se mette à déclencher les compilateurs JIT, surtout ces deux, et que ces deux compilent et que le code soit disponible, peut-être qu'en fait on est déjà quasiment à la fin de la phase, ou peut-être même qu'elle est terminée, et que ce code généré ne sert pas à grand-chose, qui ne paye pas pour son coût de compilation. Donc voilà, nous, dans notre cas, ça réduit la consommation CPU au moment où on démarre une application, ça réduit l'impact sur les autres applications colocalisées. Ça peut être un problème pour vous, n'appliquez pas ça sans faire de mesure, parce que ça veut aussi dire que votre application, quand elle subira du trafic de prod, elle n'aura qu'un seul thread pour ces deux, donc elle mettra peut-être plus de temps pour atteindre son maximum de performance, pour compiler tout votre code métier, tous les frameworks d'accès à la base de données ou autre, tout le code qui va être vraiment chaud. Donc attention à ça aussi. Et combien de temps? Alors là, j'ai pris un exemple, celui-là était particulièrement mauvais. On peut utiliser des outils pour avoir des informations sur la compilation. Donc là, c'est Flight Recorder et Mission Control. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Et donc là, je vois que j'ai trié par temps de compilation. Alors ce run-là, je le redis, il était particulièrement mauvais. Mais ce qui est le plus long à compiler, c'est ByteBuddy. Dans mon application, ByteBuddy, il est utilisé uniquement par Hibernate pour générer du code. Il sert qu'au démarrage de la Session Factory. Et vous voyez, les durées de compilation sont loin d'être négligeables. On a aussi de la réflexion pour trouver des annotations, du AspectJ, etc. Vraiment plein de choses qui me font penser à, là, c'est que du démarrage et je ne m'en servirai pas au runtime. En tout cas, dans mon cas. Vous, je ne sais pas ce qui se passe dans vos applications. Mais voilà, donc a priori, ce que je vous disais juste avant, on a des changements de phase et de la compilation de choses qui n'apportent rien. Il y a aussi une autre fonctionnalité des compilateurs JIT qui est compiler control. Donc là, on rentre dans les fonctionnalités quand même pas mal avancées. On pouvait dire à votre JIT de ne pas compiler certaines classes, ou de se limiter à C1 en tout cas, de ne pas les compiler avec C2. Typiquement, je pourrais dire ByteBuddy, il sert que pour le démarrage d'Hibernate, donc on ne le compile pas avec C2, on le fait juste avec C1. Et ça se mesure aussi, est-ce que j'ai un gain ou pas. Donc, un petit test, encore une mesure. Donc si je rajoute un compiler control en plus de ma limitation à mon nombre de threads, je démarre un tout petit peu plus lentement, alors c'était dans le bruit statistique, donc j'ai mis un epsilon, donc c'est non significatif. Par contre, je gagne un petit peu de temps CPU. Alors là, on voit que c'est pas énorme.
Est-ce que ça vaut le coup de faire un compiler control? Je ne sais pas, ça dépend de votre cas. Ensuite, le garbage collector, votre JVM, comme beaucoup de langages, Java est un langage qui a besoin d'un garbage collector, on ne gère pas la mémoire nous-mêmes, donc c'est la JVM qui vous fournit ça. Il y a plein d'algos, plusieurs algos de GC disponibles. Par défaut, maintenant, vous allez avoir en gros G1. G1, c'est un GC qui est majoritairement concurrent, qui fait des pauses courtes, pendant lesquelles il doit stopper votre application Java pour manipuler des références. Mais il a quand même une bonne partie de son fonctionnement qui est concurrent avec votre application. Et en fait, en pratique, dans mon cas, le GC ne prend pas tant que ça. Donc il prend 1,5 seconde de temps CPU pour mon démarrage d'application. Par contre, les temps de pause sont très faibles, de l'ordre de moins de 300 millisecondes de mémoire. Et puis de toute façon, je ne vais pas tuner mon GC pour démarrer plus vite. Je vais plutôt tuner pour avoir des bonnes performances en production, sur ma charge métier. Donc, est-ce que c'est intéressant de tweaker les paramètres du GC? A priori, non. Il y en a un qui est intéressant, c'est le metadata GC threshold, là que j'affichais dans mon analyse d'événements GC, donc toujours flight recorder mission control. Donc metadata, c'est ce qui correspond à un espace mémoire qui s'appelle le metaspace, qui est l'espace mémoire dans lequel votre JVM stocke les métadonnées natives sur les classes, en gros. Par exemple, les méthodes, le contenu des méthodes, etc. Pas le code compilé, la partie qui correspond à votre point classe. Ça commence à une certaine taille, et quand on charge des classes, ça augmente. Et en fait, typiquement, quand notre application démarre, elle va charger plein de classes. Mon application d'exemple, elle a quelque chose comme 28 000 classes. Et en fait, la taille par défaut du metaspace est trop petite, donc ça déclenche des cycles de GC quasiment directement, et plusieurs à la suite. Donc simplement, en sizant le metaspace, je peux éviter quelques cycles de GC. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui me consomme beaucoup de CPU. Par contre, ça m'évite d'avoir mon GC qui se déclenche, qui va aussi tourner, comme le legit compiler, il y a des threads qui correspondent au GC. Ça évite de lancer plein de threads pour aller scanner toute ma mémoire, alors que je sais que j'aurais besoin de plus de metaspace de toute façon. Donc je peux sizer directement cet espace-là. Et par contre, ça m'amène au point intéressant, qui est le nombre de threads de mon GC. Donc, on peut avoir un sizing qui va dépendre de votre nombre de cœurs CPU. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que G1 démarre un thread par cœur CPU. Et je peux me tromper là-dessus, mais il en démarre en tout cas plusieurs. Et c'est pas mal, ça permet de scanner la heap plus vite. Par contre, c'est aussi quelque chose où on a des threads en plus qui tournent, et plus on a de threads, en général, moins on a un gain intéressant en performance par thread supplémentaire. Donc c'est intéressant d'avoir des threads concurrents dans le cas où on a des CPU disponibles. Mais par contre, là, je me retrouve, encore une fois, dans un environnement où je colocalise plusieurs applications sur un serveur. Donc j'ai mon application qui va démarrer plein de threads pour son GC, mais l'application d'à côté a fait la même chose, et au final on se retrouve à avoir peut-être beaucoup de threads qui vont se déclencher régulièrement, et même s'ils ne consomment pas beaucoup de ressources, en fait ça suffit par exemple à écraser le contenu des caches CPU, à faire de la pression un peu sur le scheduler, des choses comme ça, donc des petites choses, alors que ces threads supplémentaires ne m'apportent peut-être rien. Donc on peut aussi réduire le nombre de threads. Par exemple, chez Miracle, donc là j'ai un exemple avec G1, mais notre production, la plupart des applications tournent avec Parallel GC, donc un GC qui n'est pas concurrent, et ça suffit, on a des petites heaps, et on a des pauses qui sont tolérables, parce que les pauses longues sont très rares, et on a donné 2 threads au GC, pour vous donner un exemple vraiment concret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre JVM qui peut être intéressant pour améliorer les temps de démarrage? Là, tout ça c'est du tuning, application, du tuning de framework, du tuning de JVM, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mais il y a d'autres fonctionnalités encore. Il y en a une qui est déjà disponible depuis très longtemps dans OpenJDK, c'est CDS, donc Class Data Sharing. En fait, on construit un fichier qui va contenir un format pour les classes qui est plus facile à charger pour votre JVM. Le JDK s'en sert déjà pour ses propres classes. Quand vous chargez par exemple la classe ArrayList, en fait, il va la charger dans sa propre archive CDS. Il ne va pas aller parser le point classe. Parce que le JDK a été construit, enfin par défaut, il est construit avec l'archive CDS pour son propre code. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour vos applications aussi. Je reparlerai comment ça s'utilise. Mais là, je vais parler du projet Leiden. Donc Leiden, l'idée, c'est de faire un peu plus que CDS pour stocker plus de choses dans cette fameuse archive que votre JVM peut utiliser pour démarrer plus vite. Il y a le projet Crack aussi. Donc Crack, là, le principe, c'est de snapshotter un process et de le relancer exactement tel quel, plus tard,
Donc là, sans temps de démarrage, si mon application est déjà démarrée, je n'ai pas besoin de la redémarrer, elle repart exactement dans l'état dans lequel elle était. Et ensuite, il y a Native Image, où là, le principe est complètement différent. On oublie la JVM, on va compiler notre programme Java en un exécutable en code natif. Je vais détailler un peu ces différentes solutions et comment on peut les utiliser. Donc CDS, Class Data Sharing, bon, celui-là, je l'ai déjà décrit. Donc, on crée un fichier avec un format plus facile à charger pour votre JVM. Voilà, tout simplement. C'est utilisable par l'application, mais apparemment, c'est très peu utilisé. Comment ça s'utilise? Je vais vous faire deux exemples. Donc là où je modifie un peu mon pipeline, le fameux que j'ai présenté. Donc premier exemple de mise en pratique de CDS pour mon projet. Donc je construis mon artefact, c'est toujours mon étape 1. Mais là j'ai ajouté une deuxième étape avant la construction de l'image Docker, où en fait je vais générer l'archive CDS. Donc ça se fait en démarrant l'application. Je vous rappelez un peu comme ce que faisait Spring AOT au final. Je démarre mon application, et après je vais dire, j'ai des commandes pour le faire, pour dire à ma JVM, maintenant, je génère une archive CDS à partir de toutes les classes que tu as chargées. Là, hop, il vous génère un fichier. Vous pouvez ensuite passer à l'étape 3 dans laquelle vous allez construire votre image Docker avec votre application. Alors ça peut être intégré en fait, cette génération d'archives dans la construction de l'image Docker, c'est un exemple. Mais dans votre image Docker finale, vous embarquez cette archive CDS qui peut être utilisée, donc à chaque fois que vous démarrez votre application, elle chargera plus vite ces classes, celles qui sont dans l'archive CDS. S'il y a des classes qui n'ont pas été mises dans l'archive CDS parce qu'elles sont chargées plus tard au runtime quand il y a vraiment de l'activité, ça ne change rien pour votre JVM, elle pourra les charger plus tard dans les jars. Ce n'est pas dans l'archive CDS, c'est pas grave. J'ai un autre exemple de mise en pratique qui est un peu différent. Donc là, les étapes 1 et 2, c'est les mêmes que j'avais présentées au début. Donc construction de l'artefact, construction de l'image Docker. Et par contre, on rajoute des étapes avant le déploiement final. Donc quelque chose qui serait donc, du Canary ou du A/B testing ou quelque chose comme ça. Donc le démarrage de mon application sur un certain environnement, qui n'est pas l'environnement final, ou en tout cas pas l'intégralité de mon déploiement final. Ça peut être en prod, mais en tant que A/B testing, ou Canary, selon les termes. Donc cette application, cette instance ou ces instances peuvent subir du trafic de production, donc exercer vraiment les fonctionnalités de mon application. Et si je suis satisfait par cette phase de Canary testing, je peux générer l'archive CDS, rebuilder une nouvelle image Docker, donc qui contient mon application plus l'archive CDS générée, et c'est celle-là qui fera le déploiement final en production. Donc là, par rapport à l'autre pipeline que j'ai présenté juste avant, l'avantage, c'est que ça va exercer mon code métier, et donc charger plus de choses dans cette archive CDS. Donc j'aurai a priori un meilleur gain, pas juste un gain en temps de démarrage, mais aussi un gain sur mes premières requêtes, par exemple si je fais du web. Par contre, on voit que c'est un petit peu plus compliqué au niveau du pipeline. Ensuite, un autre projet très intéressant, c'est Layden. Donc Layden est déjà disponible en Java 24 pour ses premières features, et il y en a des nouvelles qui arrivent en Java 25 et peut-être dans les versions d'après encore. Donc eux, ils étendent CDS, ils ont appelé ça le AOT cache, mais c'est le même principe. AOT comme Spring AOT, ahead of time, avant le runtime. Et l'idée, c'est de stocker plus de choses que CDS dans cette fameuse archive. Donc en Java 24, ce qui est disponible, c'est de stocker des classes initialisées et linkées. Donc pas simplement des classes qui sont plus faciles à charger, mais il va quand même falloir résoudre tous les symboles, les références vers d'autres classes, mais directement charger les classes initialisées, donc avec les blocs statiques qui ont tourné, et linkées, c'est-à-dire leur dépendance. On a fait la résolution de méthode, et tout ce genre de choses. S'il y a un champ ou une méthode qui appartient à une autre classe, le lien est stocké dans l'archive. Il y a des projets pour stocker plein d'informations en plus, donc du code compilé, pour éviter le warm-up, de démarrer en interpréteur, faire C1 et C2. Layden a comme projet de stocker directement du code compilé, des profiles pour le JIT, des proxys, les méthodes handle, les informations de réflexion, etc. Tout ça, c'est encore en développement. Ça devrait sortir au moins en partie dans Java 25, mais je ne sais pas exactement quelle feature. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont mis des flags pour chacun de ceux-là, donc je pense que les développements sont assez indépendants. Alors Layden, c'est un projet qui est très prometteur, parce que vous voyez, on peut stocker plein de choses. Je vous ai dit, ce qui fait que votre JVM n'est pas très rapide à démarrer, c'est qu'elle démarre en interpréteur avant de compiler. Ah bah tiens, on pourrait stocker du code compilé. Votre JVM, elle va charger des classes au runtime. En fait, elles seront déjà initialisées, linkées. Votre JVM, enfin vos frameworks vont faire de la réflexion, générer des proxys, etc. Ah bah tiens, ils veulent le stocker dans l'archive. Alors par contre, on peut imaginer que si on stocke tout ça dans l'archive, peut-être que l'archive va être plus grosse. Et si je me retrouve avec une archive qui est vraiment très grosse,
On parle ça peut aller à plusieurs centaines de mégas, hein, on ne parle pas de petites archives, bah peut-être que simplement mon temps de téléchargement initial de mon image pourrait être plus lourd que, que ce que je gagne avec ça. Sauf que ce n'est pas la même ressource qui est utilisée. Mon téléchargement d'image, je consomme du réseau, du stockage sur le disque. Mon démarrage, ça consomme du CPU. Donc c'est pareil, c'est un trade-off, un truc qui se mesure. Des fois, c'est intéressant d'être un petit peu plus lent d'un côté pour gagner sur une autre ressource. Comment ça se met en pratique? Eh mais ça ressemble à CDS. J'ai même pas changé, j'ai écrit génération de l'archive CDS. C'est la même chose. On génère un fichier avec des informations à partir de ce qu'on a vu dans une application qui a démarré. C'est comme CDS en fait. Et comme je vous l'ai dit, Leiden veut mettre plus de choses dans cette fameuse archive. La mise en pratique alternative, elle fonctionne aussi avec Leiden. C'est la même chose. Je ne vais pas détailler les étapes. Quelques chiffres. Donc j'ai pu démarrer ma fameuse application avec Leiden. Donc si on repart de mon jar extrait, mon application démarrait en 19 secondes, 58 secondes de temps CPU. Avec Leiden, elle démarre en 12 secondes, donc là pas mal de gains, je suis à 60% du temps d'avant. J'ai gagné aussi moitié sur mon temps CPU consommé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je combine ça avec Spring AOT, j'ai un gain qui est encore supérieur. Tout à l'heure, avec Spring AOT, je gagnais une seule seconde de temps de démarrage, ce qui n'était pas un gain très impressionnant. Là, quand je combine les deux, je gagne 2 secondes, mais sur un truc qui est déjà très faible par rapport à ce que j'avais avant. Tout à l'heure, je passais de 19 à 18 secondes. Là, en combinant les deux, je passe de 19 à 10 secondes. Et c'est pareil, le temps CPU est encore réduit. Pourquoi? Très probablement parce que comme Spring AOT, il va générer plein de classes, ces classes, quand j'ai fait mon démarrage pour Leiden, elles se retrouvent au final dans l'archive. Et donc, tout ce code généré en plus est très rapide à charger dans le cas de Spring AOT combiné avec Leiden. J'imagine que tous ces gains-là sont aussi utilisables avec des frameworks comme Quarkus, bien sûr. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. Ensuite, il y a le projet CRAC, donc qui veut dire Coordinated Restore at Checkpoint, qui est développé par Azul Systems, qui n'est pas disponible sur tous les builds de OpenJDK. OpenJDK, en fait, c'est un projet qui fournit des sources, qui tag des sources comme étant des versions de Java. Et après, vous avez des vendeurs de JDK, enfin vendeurs au sens distributeur de JDK, qui prennent ces sources, qui les build, qui peuvent faire passer le test de compatibilité pour certifier que c'est bien compatible avec la spec. Et c'est pour ça que vous avez plein de distributions. Vous avez Oracle OpenJDK, un build de Red Hat, vous avez Amazon, Azul, etc. Il y en a beaucoup. Donc voilà, CRAC est disponible en tout cas sur les JVM Azul et peut-être quelques autres providers, mais pas tous. C'est disponible uniquement sur Linux. Ça se base sur une librairie et des fonctionnalités kernel qui sont disponibles sur Linux. Peut-être que ça pourra venir plus tard sur d'autres systèmes. Le principe de CRAC, c'est de capturer l'image mémoire d'un processus. Tout. Les classes chargées, le metaspace, le code compilé dans le code cache, toute la mémoire off-heap si vous en avez. Vraiment, ça snapshot un process au sens de qu'est-ce que c'est un process pour Linux. Il va capturer l'image du machin. Peut-être qu'il y a un peu d'optimisation pour ne pas stocker la partie de l'heap qui est vide, je ne sais pas exactement. Mais voilà, l'idée c'est de prendre une photo du process, pouvoir stocker ça, et la redémarrer plus tard. Là, le gain, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Là, on démarre en une centaine de millisecondes, quelque chose comme ça. Là, ça va vraiment très vite. On est comme une application native classique, déjà initialisée. Par contre, il y a quand même des complexités. Parce que si on veut snapshotter un process, mon process, il a peut-être des sockets ouvertes. Par exemple, il parle à un broker de message, il écoute sur une socket pour recevoir des requêtes HTTP. Et ça veut dire quoi de snapshotter une socket? Rien, c'est une ressource kernel en fait, une socket. Donc je ne peux pas la capturer, la stocker dans mon image. L'image, c'est un fichier, simplement. Du coup, il y a une intégration avec l'application. Donc Azul fait ce travail-là pour plein de librairies classiques, pour ajouter en fait simplement un callback qui permet de dire, là, je vais prendre un snapshot, donc il va falloir fermer toutes les ressources externes, comme ça on a un état stable. On peut prendre l'image, stocker le fichier, et rappeler un autre callback pour dire, maintenant, tu peux rouvrir. Comme ça, on n'est pas obligé d'arrêter notre application. Par contre, il y a un moment où elle ne fait rien. Donc c'est un peu plus compliqué à intégrer. Il se pose aussi la question de qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de mon process qui va aussi se retrouver dans mon image finale. Est-ce que je peux la reconfigurer? Tout ça, ça va peut-être nécessiter du développement, si vous voulez, par exemple, avoir une configuration qui dépend de l'environnement dans lequel vous démarrez votre application. Par exemple, une URL de connexion à une base de données, quelque chose qui est souvent variable. Donc il faudra peut-être modifier votre application pour qu'elle soit reconfigurable dans la restauration. Par contre, le gain est
très élevé. Il se pose aussi des questions de si je restaure mon image, mais que je suis dans un environnement cloud, c'est quoi le CPU sur lequel je restaure? Alors même si c'est un x86, parce que clairement si on change d'architecture ça ne marchera pas, mais si c'est la même famille de CPU, c'est peut-être pas la même version, donc c'est pareil, c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir en amont. Crack fournit des flags JVM qui disent compile comme cette cible-là pour mettre une baseline plus basse qui correspondrait en fait à votre minimum que vous pouvez rencontrer sur vos environnements cloud. Et c'est encore un truc qu'il va falloir prendre en compte. Donc Crack, on voit que c'est aussi un peu plus compliqué, plus de réflexion et de tests pour le mettre en place. Donc, mise en pratique, hop, on va aller vite. C'est encore pareil, on démarre, on capture. Par contre, là, le fichier généré peut être encore plus gros que Leiden parce qu'on va stocker beaucoup de choses. Quelle différence? Donc Crack, c'est l'application déjà démarrée dans son état avec son code JT déjà prêt à tourner. Par contre, on pose les questions, comme je viens de le dire, qu'est-ce qui est capturé dedans? Par exemple, si vous démarrez votre application en CI pour capturer l'image Crack, bah vous avez peut-être des secrets de votre CI qui vont se retrouver dans l'image finale et qui seraient disponibles dans l'image finale. Peut-être que vous ne voulez pas les exposer à certaines personnes qui, eux, ont des droits sur votre prod et pas sur votre CI. Des droits d'observation. Par exemple, récupérer des heap dumps et les analyser. Ça dépend du fournisseur de JVM, donc il y a Azul et peut-être quelques autres. L'image peut être très grosse et prendre du coup beaucoup de temps à télécharger. Leiden a une approche différente, c'est de rendre certaines opérations instantanées, donc chargement de classe, génération de proxy, réflexion ou autre, en utilisant des données déjà générées. Mais l'idée, c'est de ne pas vous poser de problème si ça ne marche pas. Par exemple, si votre classe pass a été modifiée et qu'il se dit, bah, en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir charger la classe initialisée et linker, parce qu'elle serait peut-être linkée différemment dans ce classe pass différent, bah, elle va juste se dire, je ne vais pas prendre ce qu'il y a dans l'archive, et je vais charger le point classe et le linker à la demande. Donc vous n'avez pas le gain de performance, par contre, vous n'avez pas de crash. Et c'est encore en cours de développement aussi. Enfin, Native Image. J'ai plus beaucoup de temps, je vais accélérer. Donc Native Image, on compile un exécutable natif. Il y a beaucoup de limitations sur ce que vous pouvez faire dans votre application, vos librairies. Ça démarre très vite aussi, consomme moins de ressources. Pour moi, il y a deux problèmes. C'est le temps de compilation qui est long. Alors le pas de compilateur JIT ne fait pas forcément partie des problèmes. Mais les temps de compilation sont très longs. Par exemple, Spring Pet Clinic, ça compile en 3 minutes sur mon Mac, ce qui est plutôt long. Et donc je pense que l'adaptation à des gros projets, enfin du legacy ou autre, ça va prendre un temps qui est peut-être difficile à supporter pour faire des builds. Et en plus de ça aussi, il faut que votre application et vos librairies soient prêtes à être compilées en Native Image. Donc il faut par exemple indiquer quelles sont les classes sur lesquelles on fait de la réflexion et ce genre de choses pour que Native Image puisse générer les données correspondantes dans ce qui est buildé. Donc au niveau de la mise en pratique, par contre, c'est très simple. Je construis mon image native au lieu de construire mon jar. Je construis mon image Docker, je déploie. Ça, c'est pas mal. Alors, bonus, je vais aller très vite. Donc, Leiden et Crack, ils permettent de stocker du code compilé. Donc, ils vous permettent de ne pas juste démarrer vite, mais ils vous permettent de répondre très vite aussi aux premières requêtes si vous avez exercé cette partie-là de votre application pendant le build. Native Image, pas de JIT, lui, il démarre directement avec ses performances maximales qu'il peut atteindre et il ne changera pas. Donc là, on a une meilleure latence sur nos premiers appels et pas juste sur notre temps de démarrage. Alors, où passe le temps? Malheureusement, je ne vais pas vous pouvoir faire les démos, mais je voulais vous parler de Profiler et de FlameGraph. Donc, IntelliJ Profiler, très simple à mettre en place, mais il va vous mentir. Utilisez plutôt Async Profiler ou Flight Recorder et Mission Control. Alors, pourquoi IntelliJ va vous mentir? Parce qu'en fait, IntelliJ, quand vous démarrez votre application dedans, il va prendre les jars, par exemple, dans votre repository Maven pour les dépendances. Par contre, les classes de votre projet, il va les compiler et les mettre dans module /target/classes et les charger à partir de là. Le problème, c'est que du coup, il ne va pas charger les fichiers, les points classe à partir des jars, mais à partir du file system. Et il va devoir parcourir beaucoup plus de répertoires pour faire le chargement. Ce qui fait que votre class loading va être plus lent, et du coup, votre application va démarrer plus lentement dans IntelliJ que si vous construisiez le jar. Et je n'ai plus de temps, je suis désolé, je vais devoir arrêter. Alors, je peux prendre 1 minute. J'ai un petit tableau récap. Donc, au niveau des gains et de la complexité de mise en application, donc, extraire le jar, gain pas mal, on avait gagné 25% de perf, facile à faire. Spring AOT, gain tout petit, moyennement facile à faire parce qu'il fallait pouvoir démarrer partiellement mon application en CI. CDS Leiden, gain pas mal, simplicité moyenne parce que là aussi il faut démarrer mon application et capturer l'archive. Crack, le gain, super. Simplicité, pas vraiment, parce qu'il faut pouvoir, donc, comme je disais,
gérer tout ce qui va être reconfigurable, etc. Native Image, gain, super. Par contre, pas facile à mettre en place parce que c'est pareil, c'est pas applicable partout. Voilà. Si vous avez des feedbacks, il y a un QR code. Et si je le remettrai juste après. Et aussi, chez Miracle, on recrute. Voilà. On prend des remotes. Voilà, je remets le lien feedback.